Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, bienvenue à tous et merci d'être branchés sur la radio-télévision nationale congolaise. La RTNC 3, institution pour suivre l'émission Magazine d'actualité. Une émission qui vous met au parfum d'actualité dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau M. Thierry Mukelekele, communicateur social, juriste de formation. Mais il est aussi l'un des grands analystes connus dans ce pays. Avec lui, nous allons aborder les questions en rapport avec l'évolution du processus démocratique dans notre pays. Bonjour, Monsieur Thierry Mukelekele. Bonjour et bonjour à ceux-là qui suivent la RTNC. Merci d'être venu et surtout d'avoir répondu à notre invitation. La première question, en guise de rappel, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, s'est adressé dernièrement à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Juste 48 heures après, il a procédé à la nomination d'un Premier ministre en la personne de Bruno Tshibala, en remplacement de Sami Badibanga Antita, tous deux issus d'une famille politique. En tant qu'analyste politique, dites-nous quel est votre point de vue, comment vous avez pu analyser cette adresse du chef de l'État. Merci bien. Là, je voulais d'abord prendre la casquette plus d'analyste politique et journaliste d'investigation. Parce que là, ça va me permettre de m'étendre et d'éclairer un peu la lanterne par rapport au peu que nous connaissons en ce qui concerne la communication. Tout à fait, en tant qu'analyste politique. Alors, la communication du chef de l'État est une communication d'attaque, comme on dit. Parce que déjà avant, le processus était dans un cadre purement de dialogue et un dialogue qui était continu. Le chef de l'État n'a pas interrompu d'échanger avec les différentes couches des populations. Et là où nous devons faire un peu la dichotomie, c'est-à-dire qu'il y a le président de la République en tant qu'institution, il y a M. Joseph Kabila Kabange en tant que membre d'une famille politique, et nous devons faire cette dichotomie, c'est pour éviter ce que nous sommes en train de vivre. Parce que de fois, on arrache au chef de l'État ses prérogatives régaliennes en le confondant. Et nous avons entendu même certaines personnalités à des chaînes de télévision appeler le chef de l'État M. Kabila. Il est président de sa famille politique. Donc cette confusion nous a amenés dans un blocage et une interruption communicationnelle entre le politique, la politique et la population. Alors quand nous rentrons dans le discours du chef de l'État, nous le prenons en tant qu'institution. Ayant laissé environ plus d'une année et 6 mois que la classe politique essaye d'arranger la question de la nation, dans les 48 heures avant de nommer le Premier ministre Bruno Tshibala, le chef de l'État a fait un rappel des événements. Et beaucoup de gens ne se sont pas plongés à l'écoute et à l'analyse du rappel des événements. Alors, quand le chef de l'État dit dans 48 heures, il nommait un Premier ministre, là, il agit en tant que numéro 1 de la première institution de la République. Et il engage son veto sur la nation. Et c'est comme ça que la décision de nomination a pris un caractère impératif, et ça excité et suscité beaucoup de sensibilité dans le monde. On a vu même certaines chancelleries oubliant leurs propres élections et réagir à la nomination du Premier ministre. Et on va jusqu'à confondre ce que le chef de l'État a instruit et non institué, c'est-à-dire le dialogue. Le dialogue n'est pas une institution, c'est une instruction émanant du chef de l'État. Alors, quand vous lisez les ambassadeurs et certaines officines, on confond
l'institution et l'instruction que le chef de l'État avait donnée. Et même au niveau des négociateurs, après la cité de l'Union africaine, les négociateurs se sont retrouvés fourvoyés parce qu'ils pensaient avoir un mandat institutionnel. Et vous trouvez aujourd'hui que les négociateurs reviennent encore à la charge pour rentrer dans la confusion, pensant qu'ils ont un mandat. Or, l'accord n'a aucun soubassement, aucune base juridique. Tout se passe dans le cadre de la Constitution. Le chef de l'État agit dans le cadre de la Constitution. Il donne des instructions sur base de la Constitution. Mais maintenant, quand nous essayons d'élever l'équivoque sur l'institution et l'instruction, je pense que ceux-là qui nous suivent doivent comprendre que Bruno Tshibala est le bienvenu. Parce que le chef de l'État a pris l'acte institutionnel maintenant. Il a nommé un Premier ministre par rapport à ses prérogatives en rapport avec l'article 78. Tout à fait. Les choses sont allées très vite. Quelques heures après l'adresse du chef de l'État, il est parvenu à nommer le Premier ministre en la personne de Bruno Tshibala. Le vin est tiré, il faut le boire. Mais dites-nous, parlons du gouvernement, nous attendons maintenant la formation du gouvernement. Mais avant d'en arriver, que diriez-vous par rapport, quelle serait votre réaction par rapport à la déclaration de la SENCO, selon laquelle la nomination du Premier ministre violait l'accord de Saint-Sylvestre du 31 décembre? Bien, je l'ai dit un peu, mais néanmoins, la SENCO, je ne sais pas c'est quelle institution de la République. Et je ne crois pas. Dans le chevauchement institutionnel, je ne vois pas la SENCO apparaître dans les institutions. Donc ceux-là qui ont les constitutions dans leur maison, ils n'ont qu'à lire. La Constitution définit les institutions de la République. Nulle part où je vois la SENCO qui peut engager la République. Bon, un avis, c'est normal. Si la réaction de la SENCO vient comme un avis des communs des mortels, c'est normal. Mais reprocher au chef de l'État par la SENCO, reprocher au chef de l'État par un ambassadeur aux Nations Unies, bon, c'est le monde à l'envers. La seule institution qui engage la nation congolaise en rapport avec l'article 69 de la Constitution, c'est le président de la République, en tant qu'institution. La réaction de la SENCO, il ne faudrait pas y donner beaucoup d'importance, parce que vous risquez d'attirer la population dans une fausse logique. Et les conséquences sont toujours souvent fâcheuses quand la population ne comprend pas. On ne lui transmet pas la bonne communication. Je vais ouvrir ou je vais mettre une incise. Nous avons un appareil de téléphone cellulaire. Vous avez un bip sur votre appareil. Sur l'écran, c'est écrit « message ». Quand vous ouvrez le message, l'écran est vide. Généralement, le commun du mortel rappelle le correspondant et lui dit « Otindelinga SMS et le kwezate ». Non, le correspondant n'a jamais envoyé le SMS. Il y a eu une communication, mais la communication n'est pas établie parce que le contenu de la communication est vide. Voilà, ce que la SENCO dit, il y a un vide, il n'y a rien. Le contenu de ce que la SENCO devait dire devait se retrouver dans la Constitution qui est le contenu de la communication. Tout acteur en République démocratique du Congo doit se référer à la Constitution pour avoir le contenu de sa communication vers la population. Quand il y a des échauffourées, des escramouches, des tentatives de mouvements insurrectionnels, de désobéissance civile, c'est la conséquence de l'interruption de la communication. C'est-à-dire que si la SENCO vient jouer au même jeu d'interrompre la communication qui s'est rétablissée à l'avènement de Sami Badibanga et à l'arrivée de Bruno Tshibala, la SENCO devra en tirer les conséquences, non seulement du droit, mais
les conséquences sociétales. Qu'est-ce qu'elle veut dire à la population? Est-ce le fameux plan B? Ou c'est quoi exactement? Vous avez dit que vous avez travaillé à 98%, il restait 2%. Mais c'est très simple. 1% est résolu. Bruno Tshibala. Le deuxième pourcent, c'est le président du comité national de suivi. Et ce président serait un président consensuel. C'est en un français facile. Les Français eux-mêmes se compliquent quand ils disent que l'accord n'a pas été respecté. On ne sait pas dans quelle langue en français nous pouvons leur faire comprendre c'est quoi un accord et c'est quoi un arrangement particulier. La conséquence de l'arrangement particulier est déjà dans l'accord, où les gens ont déjà signé ce qu'ils ont échangé. Mais l'accord n'enlève en rien le caractère imposable et opposable revêtu du droit constitutionnel. Et nous avions demandé en son temps que les partis de l'opposition aient le courage d'amener les populations au référendum pour faire tomber la Constitution afin de faire une discussion gré à gré. L'accord n'est pas une discussion gré à gré. Il y a une partie qui a la position des forces, la majorité, et il y a une partie qui a la position des faiblesses. Mais comme la Constitution interdit à quiconque d'instaurer un système de partis unique ou d'imposer, c'est comme ça que le chef de l'État ouvre la voie au dialogue. Négocions et voyons comment est-ce que nous pouvons sortir le pays dans ce qui est déjà de crise. Vous savez, j'ai écrit à la Cour constitutionnelle en mars d'abord, j'ai écrit à la Cour suprême de justice et je crois en avril ou mai, j'ai réitéré à la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité de la Constitution. Beaucoup de journalistes m'ont trouvé sonné et il y a même certains professeurs qui font le droit constitutionnel ne m'avaient pas saisi. Mais aujourd'hui, nous sommes vers le 6e mois où nous nous sommes plongés dans l'acte inconstitutionnel de la Constitution. Donc, les faits vous donnent raison. Notamment l'accord du 31. C'est un acte anticonstitutionnel. Si vous prenez cet accord, vous donnez à la Cour constitutionnelle, on va balayer. Les politiciens ne veulent pas aller à la Cour constitutionnelle parce que cet acte est sans objet. Un acte législatif a un objet. C'est pourquoi le chef de l'État recommande au Parlement d'aller rapidement pour donner une base juridique à ce fameux comité national de suivi. Parce que c'est un truc qui appartient à des Congolais, qui n'appartient pas à l'État congolais. Jusque-là, l'accord est en dehors des normes statutaires et réglementaires d'une constitution. Il faudrait que ça passe par le Parlement. Et quand on va voter une loi, là, l'accord aura un soubassement. Savez-vous que le CESAC, le truc là des droits de l'homme, le truc là des droits économiques, ont préséance sur le comité national de suivi? Parce que le CESAC a une base juridique. Il y a une loi qui fait que le CESAC existe. Il y a une loi qui fait que la CENI existe. Mais les gens du dialogue intiment les ordres à Corneille Nangaa. Je ne sais pas si le président de la CENI a un cabinet juridique. Parce qu'il y a des réactions qui devaient provenir de la CENI sans même avoir peur de ceux-là qui vont discuter entre eux. Et ils viennent raconter des histoires à des chaînes de télévision. Le malheur aussi, c'est de nous journalistes parce que nous prenons maintenant la rumeur et nous en faisons une information. Le droit qui revient au 31 décembre, c'est après que ça soit passé par le Parlement. Quand il y a vote, cet acte devient légal à une base juridique. Je ne sais pas pourquoi les juristes dans l'autre camp trompent la population. Et nous pensons peut-être qu'il y ait certains débats politiques et des débats de droit. Parce qu'en sus, nous avions demandé à la classe politique, pendant que vous discutez sur votre devenir politique et vos intérêts politiques,
laissez aux juristes, aux constitutionnalistes, aux relationnistes internationalistes discuter sur la question de la constitutionnalité. Il nous faut un acte qui parle, qui donne la base aux différentes couches des populations. Prenons le cas de vous, agents de l'État. C'est Mouzé qui vous a mis sous la coupe de la ration calculée sur argent. Ça dit qu'on vous donne un montant quelconque qui vous permet de nouer les deux bouts de mois. Mais quand Mouzé vous paye 30 francs congolais, ces 30 francs valaient à cette époque-là presque 300 $. Mais les mêmes 30 francs-là, on les a adaptés à la fluctuation et au désordre des cambistes sur la monnaie. Et aujourd'hui, vous, fonctionnaires, vous êtes incapables d'avoir un salaire, le militaire est incapable d'avoir une solde, tout le monde vit sous la coupe de ce que Mouzé avait laissé il y a près de 19 ans. Mais c'est parce que la Constitution ne vous protège pas. Il faut qu'il y ait un ministre qui amène un projet de loi et ce projet de loi serait accepté par les parlementaires. Et si par exemple, par mauvaise foi, les parlementaires se disent que ce projet va donner beaucoup d'argent dans l'enseignement, on met de côté ce projet. Et ce ministre-là peut être éjecté par sa famille politique ou comment, et votre projet de loi reste en suspens. Regardez les différents projets de loi de l'armée, de la police, des services de sécurité, de la fonction publique. Nous sommes à la 15e année, ça n'a jamais avancé. Donc la question se pose au niveau de l'applicabilité de textes. La base constitutionnelle, l'applicabilité n'a pas de problème. Quand vous êtes dans les grands pays, vous êtes aux États-Unis. Les textes sont légiférés, mais il faut mais oui, s'appliquer. Ces textes-là, la volonté de gouvernement. Ces textes-là sont victimes parce que vous parlez de la volonté d'un individu. Non, les textes demeurent. Quand vous êtes dans les autres pays, même si les animateurs des institutions passent, mais les institutions qui restent avec des normes statutaires. Un enseignant, un professeur de tel grade connaît déjà que je touche à telle hauteur. Dès que je finis mon cycle, c'est-à-dire je vais en pension, je toucherai à telle hauteur. Ou au niveau des services de sécurité sociale, on devra commencer à me rémunérer à telle hauteur. Ce sont des trucs qui se retrouvent dans leur constitution. Mais nous, on nous fourvoie. On fourvoie la fonction publique avec toujours des lois qu'on n'arrive jamais à adopter à force de changer de gouvernement, de ministre. Ils ne sont jamais appliqués. Ok, M. Thierry, tout à fait. Le Premier ministre vient d'être nommé. Il ne va pas travailler seul. Certainement, il faut compléter son équipe gouvernementale. Et selon vous, en tant que juriste, je rappelle ici, sur ce plateau, que vous êtes journaliste d'investigation. Donc, je suis en face d'un confrère journaliste, mais ici, je vous prends en tant qu'analyste. Quelle serait, selon vous, la taille du gouvernement, surtout pour arriver à réussir la mission? La taille n'a pas de problème, parce que notre pays, c'est un ensemble de plus ou moins 20 à 25 pays. Dans le monde, la taille du gouvernement ne pose pas problème. Même 200 ministres, même 200 ministres, ça ne pose aucun problème. Le problème, c'est au niveau de la méritocratie. Ça dit que le Premier ministre et le chef de l'État, cette fois-ci, devront jouer sur la méritocratie. Il faudrait que quelqu'un mérite. Il ne faudrait plus qu'on nous amène un gouvernement consensuel des composantes. Parce que quand ces gens-là viennent, ils viennent avec des manières d'intérêt individuel et les choses n'avancent pas. Or, nous avons besoin d'un gouvernement qui nous donnerait une conséquence de ce que nous avons été dans ce qu'on a appelé le dialogue. Aller aux élections. Mais quand est-ce que nous irons aux élections? C'est ça la question. La question n'est pas liée aux dates et aux... Quoique le dialogue n'a pas donné des dates des élections. Parce que l'accord dit les élections interviennent une année juste après la signature de l'accord. Or, l'arrangement particulier vient de nous faire perdre 4 mois. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas élection à la fin de cette année. Nous avons déjà entamé l'année électorale.
ce qui veut dire que c'est exclu. Même le Premier ministre Bruno Tshibala, honnêteté intellectuelle s'imposera pour qu'il dise à la nation congolaise qu'il n'y a pas moyen d'aller aux élections au 31 décembre. Il nous faudra respecter que c'est au terme d'avoir le président de CESAC, c'est ce terme-là qui nous poussera à projeter l'année des élections. D'où nous demandons à ce que les populations comprennent les discours politiques, les déclarations politiques et l'enjeu politique de l'heure. Voilà un peu la différence dans l'acte. Tout à fait. Autre chose, l'actualité, c'est le séjour du chef de l'État au Caire en Égypte. Comment vous analysez son périple en Égypte? Bien, le président de la République, généralement, c'est un homme battant, c'est un homme de front, et quand il ouvre un front, généralement, il arrive à la réalisation. Les aspects sécuritaires, l'Égypte est un pays qui est expérimenté. Les aspects militaires, c'est un pays qui est expérimenté. Les aspects diplomatiques, j'ai vu chez Okitundu, tout autour de la délégation du chef de l'État, ainsi que on a vu les aspects économiques par l'agriculture, l'énergie et bien plus. Ça dit que le chef de l'État, qui a toujours le souci de léguer à la génération future un pays qui est maintenant assis sur des bases de développement, nous nous souviendrons quand même à l'époque du maréchal, nous avions déjà des bonnes relations avec l'Égypte. Il était impérieux que nous puissions les renforcer et agrandir les relations avec l'Égypte. Et vous avez vu le tapis rouge qu'on a déroulé pour le chef de l'État. Vous avez vu l'hymne national entonné par la garde royale en Égypte. Tout ceci démontre, ce sont des signes diplomatiques qui démontrent la confiance de l'Égypte vis-à-vis de la RDC et la confiance du président Sisi vis-à-vis du président Kabila. Et si vous suivez bien le speech du président Sisi, il dit Raïs Joseph Kabila. C'est intime, c'est quelqu'un qui s'est renseigné sur la personne. Le peuple l'appelle Raïs. Et lui, son homologue, l'appelle Raïs. Et dans la diplomatie internationale, je pense que dans certaines officines diplomatiques, on a pris des bics et des calculatrices, on refait un peu les comptes, hein, parce que l'intimité maintenant entre la RDC et l'Égypte, c'est un cachet scellé. Monsieur Thierry, vous pensez que ce périple pourra apporter quelque chose de fruits? Mais oui, délicieux. Il y a déjà des bons fruits, bien plus avant. Dans le Grand Katanga autrefois, nous avons eu autant d'investisseurs égyptiens qui sont venus faire des expositions, non seulement d'œuvres d'art, aussi de mobilier et immobilier. Ça dit qu'il y a des gens qui pouvaient aller s'acheter une maison en Égypte et le mobilier, ils ont amené. On a vu des salons, on a vu des chambres, on a vu des cuisines, on a vu un tas de trucs où on est venu faire des expositions au niveau de la Fédération des entreprises du Katanga. Mais à l'éclatement du Grand Katanga, je pense un peu avec ces courses politiques, c'est pourquoi il y a eu ce retard-là. Des retours du chef de l'État, je pense que les investisseurs égyptiens seront avec nous très bientôt, ici à Kinshasa, dans le Haut-Katanga, pourquoi pas partout en République démocratique du Congo. Ça dit que le chef de l'État vient de jeter encore un pont pour les Congolais et pour les Égyptiens, pour des échanges économiques, culturels et politiques. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Thierry Mukelekele,
qui est juriste de formation. M. Thierry Mukelekele est communicateur social, mais il est aussi l'un des grands analystes connus dans ce pays. Monsieur Thierry, je venais de rappeler que nous allons discuter sur l'évolution du processus démocratique. Vous, en tant que juriste, vous, en tant qu'analyste politique, votre point de vue par rapport à l'évolution générale ou globale du processus démocratique. Bien, le processus avance. Et quand vous voyez la stratégie du chef de l'État, c'est de laisser le peuple parler. Voyez tous les pays voisins de la RDC, vous ne verrez pas ce genre d'émission à leur chaîne de télévision. Vous ne verrez pas ce que nous suivons, par exemple, ici à Kinshasa, où on ne critique pas un président de la République, on pousse jusque même à l'insulte. Ça dit que le chef de l'État permet à ce que les Congolais se défoulent, les Congolais s'expriment. Et nous avons gagné le pari. Pourquoi? Ce genre de débat d'ouverture démocratique nous freine l'élan des appels à la désobéissance civile, des petits complots contre la RDC. C'est comme ça que vous verrez que nous n'avons plus les grandes manifestations de l'époque, de l'Ussoral, l'Ussoras, et tout ce que vous avez connu comme opposition dans ce pays. Aujourd'hui, le RASOP broie du noir, ils sont en train de traverser la baie boueuse, parce qu'ils n'arrivent plus à transmettre bien la communication. Mais au sein aussi de la majorité, il y a des couacs, il y a des gens qui recherchent certaines positions, il y a le combat des repositionnements, et tout ceci démontre qu'il y a la démocratie. Mais là où le bas blesse, et nous attirons l'attention du chef de l'État, c'est qu'il puisse veiller sur l'impunité, que ce soit dans sa propre famille, que dans le rassemblement ou dans l'opposition en général, c'est-à-dire dans la classe politique, pour qu'on ait le respect du bien public ou du denier de la population. Ça, nous, vraiment, nous insistons auprès du chef de l'État, vraiment, de frapper pour tous ceux-là qui sont en train encore de penser à l'ancien système de Tozoliaté. Ce sont des choses qu'on doit éviter, surtout avec l'arrivée du Premier ministre Bruno Tshibala, pour qu'il travaille bien et qu'il ait de l'argent pour aller plus tard aux élections. Il nous faut une discipline de fer. Il faut une discipline de fer. Vous parlez de l'impunité. Ça nous ramène à la chicote à l'exécutif provincial du Haut-Katanga. La déchéance du gouverneur Jean-Claude Kazembe. Comment vous avez analysé cette déchéance? Bien. Est-ce une façon de punir, de chicoter, ou je ne sais pas, il faut balayer sa maison? Non, sur cette question, il y a beaucoup à boire et à manger. C'est-à-dire, beaucoup à boire et à manger, ça veut dire... D'abord, le gouverneur n'est pas déchu dans les dernières informations. Le gouverneur n'est pas déchu. La motion de censure est un acte constitutionnel reconnu à une assemblée, telle que l'assemblée a agi. Mais il y a une procédure. Là, nous rentrons dans le droit constitutionnel. Et la meilleure serait laquelle? La meilleure, c'est que l'assemblée aurait dû respecter la procédure. C'est-à-dire, dans le règlement intérieur, d'ordre intérieur de l'assemblée, il y a une manière d'atteindre une punition si grave. Je vous donne un exemple. C'est comme ici à la RTNC. Vous êtes directeur, les caméramans qui sont avec nous, dans leur manière de travailler, commettent une erreur. Vous n'allez pas directement chasser le caméraman, même de l'enclos, même de la maison. Vous avez une procédure pour atteindre le renvoi définitif. Parce que aujourd'hui, la motion de censure, c'est comme un renvoi définitif. Mais le député motionnaire, j'ai eu la chance d'échanger avec lui sur l'une des radios
de la place, le député motionnaire a été incapable d'expliquer c'était quoi la motion de censure. Et quand nous poussons loin nos enquêtes, le député va jusqu'à confondre les discussions dans la famille politique et les discussions au sein de l'Assemblée provinciale, qui est une institution au même titre que le gouverneur de province. Parce que le gouverneur de province, c'est une institution. Donc, l'organe de contrôle, pour frapper de manque de confiance à l'institution gouverneur de province, n'a pas respecté la procédure. Et dès que je suis arrivé à Kinshasa le week-end, nous avons fouiné Kinshasa, nous avons trouvé, pour ne pas anticiper la chose, le gouverneur serait déjà à la Cour constitutionnelle, selon l'article 162, qui va à l'exception en inconstitutionnalité de l'acte réglementaire posé par l'Assemblée provinciale. Ce qui veut dire que le tour n'est pas joué. Il faudrait, tel que je l'ai dit, d'éviter la rumeur. Aujourd'hui, l'exécutif provincial est intact. Le gouverneur a encore ses prérogatives. Une fois la saisine acceptée ou rejetée, c'est là que nous aurons le sort du gouverneur. Mais un peu genre complot ou malentendu, ça ce n'est pas bien. C'est pourquoi nous avons requis l'attention du chef de l'État. On ne doit pas chercher l'impunité quand on n'a pas fait les enquêtes. Il n'y a pas de fumée sans feu. Justement. Mais pour une assemblée, la sanction ne tombe que quand il y a enquête parlementaire et il y a un procès verbal. Et quand vous allez à l'assemblée, le jour même du vote, l'incriminé ou l'inculpé prend parole en dernier. Après, c'est le vote. Mais ce qui s'est passé chez nous, le gouverneur était déjà en déplacement, les gens se sont organisés dans son dos et on est passé à la motion de censure. Je pense que c'est ce qui a animé le gouverneur pour défendre son gouvernement. Il a saisi la Cour constitutionnelle. Il ne s'est même pas présenté dans la salle. Bien. Moi, je pense que ce n'est pas la première fois que l'exécutif soit invité, soit au niveau de l'Assemblée nationale ou en province, qui soit indisponible. Le président de l'Assemblée sursoit la séance et demande aux motionnaires de patienter parce que la session ne venait que de commencer. Le gouverneur n'allait pas s'absenter pendant 3 mois. Monsieur Thierry, en droit, c'est lui qui soulève l'exception, doit le démontrer. Vous savez, en tant que juriste, quels sont les indices de culpabilité retenus à sa charge? Il n'y a pas d'indice quand nous menons nos enquêtes, cette fois-là, en tant qu'indépendants et hors pair, c'est-à-dire de l'Assemblée provinciale, du gouvernement provincial, ainsi que des cours et tribunaux, plus loin, ainsi que de la Cour constitutionnelle. Mais quand nous pénétrons la Constitution, les gens qui se réfèrent à la Cour constitutionnelle ou les personnalités, ce sont des institutions, le président de la République, les présidents des 2 chambres, 1/10 des députés, les gouverneurs. Ce qui veut dire que les gouverneurs se sentant en crise et conflit de textes, les gouverneurs se réfèrent à la Cour constitutionnelle. Ce qui veut dire, si jamais Kazembe a posé cet acte-là, il est dans ses droits constitutionnels. Mais là où je voulais ouvrir une brèche, c'est en passant son vice-gouverneur, au lieu de faire bloc pour sauvegarder l'exécutif, mais le vice-gouverneur démissionne en amont de la motion de censure. Elle était au courant de cette motion. N'est-ce pas pour justifier la mésentente? Non. Entre les deux. Vous assumez, parce que la mésentente, c'est vous deux. Si la mésentente constitue un acte répréhensible par l'Assemblée, vous assumez vous deux. Mais le vice-gouverneur démissionne 2 heures avant le vote de la motion, ça tique un peu tout le monde. Et la question que nous posons aux députés motionnaires, comment voulez-vous que tout le gouvernement
où tous ces ministres n'avaient pas démissionné pour témoigner que le gouverneur n'était pas un monsieur qui collaborait. Est-ce que la collaboration fait partie des alibis que le député a utilisés pour soulever cette motion? Et dans les enquêtes, on nous dit que les signatures sont récoltées. Mais notre député n'avait jamais récolté des signatures. Ça, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Suivez l'émission sur Internet. Il dit que nous avions parlé, nous étions 21 députés, et nous nous sommes mis d'accord. À l'unanimité. Lisanga Abandoki, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur une question d'intérêt national. Parce que quand vous déstabilisez une institution comme le gouvernement provincial et puis d'une province stratégique comme le Haut-Katanga, il y a Anguille sous roche. Mais revenons à l'accusation, M. Thierry. C'est bien beau de défendre M. Jean-Claude. Non, je ne les défends pas, nous sommes dans les lois. Dans les lois. Nous utilisons les lois pour essayer de disséquer le comportement de l'Assemblée provinciale et cette fois-ci le comportement du gouverneur. Qu'en dites-vous par rapport au détournement dont il fait l'objet, parce qu'il est accusé de détournement, de ceci, de cela? La rumeur. La rumeur. La rumeur qu'on a confondue à une information. Laissez-moi vous dire, d'ailleurs c'est déjà sur Internet, le parquet général de la République, ayant entendu, s'étant saisi, a ouvert une enquête. Nous n'entrons pas en profondeur, ce n'est pas notre matière. Mais dans les conclusions qu'on a publiées, le parquet général constate que l'argent est logé dans le compte du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Voilà les intitulés. Donc l'argent est là. L'argent existe, il n'y a pas eu détournement. Et il y a deux signatures du gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'institution qui a déposé l'argent, et du chargé de l'ordonnancement. C'est lui qui ordonne la sortie et le dispatching d'argent. Voilà, dans cette banque-là, la banque était déjà en corrélation avec le gouvernorat des provinces depuis janvier 2017. Mais le gouvernorat n'avait qu'un compte en francs. Alors, il eût fallu un sous-compte en devise pour loger les 27 600 000 $. D'où, après que le parquet général ait fait son travail, l'argent existe. Ça dit que le député motionnaire qui accuse le gouverneur pour détournement n'a pas eu d'éléments. Il s'est basé sur une folle rumeur et il est allé à l'Assemblée pour sanctionner un gouverneur. Maintenant que l'argent existe, que faisons-nous? Parce que l'argent est là, c'est l'argent de l'État. Maintenant, quand nous poussons loin, c'est un problème des Tozoliaté. Il fallait que le gouverneur applique le système Toliapé-Bisso. Quand il veut faire le banquier, parce que notre gouverneur c'est un banquier, quand il veut que vous puissiez justifier pourquoi je dois vous donner 11 millions de dollars et que vous ne justifiez pas, il ne sort pas cet argent. Alors, ôte-toi pour qu'on mette quelqu'un. Que je m'y mette, je reste oui, en termes de bilan. Celui-là qui va conjuguer le verbe Tozolia. Vous êtes analyste, dites-nous, pour un Congolais, un patriote, un passant, en termes de bilan de l'exécutif provincial du Haut-Lomami, qu'est-ce que vous pourriez dire? Du Haut-Katanga. Bien. Du Haut-Katanga, ouais, bien sûr. Pour le bilan, c'est trop tôt, parce que sur 12 mois, le gouverneur n'a travaillé que 8 mois. Même 30 jours, on peut toujours... Permettez, un bilan est une conséquence d'une conclusion pendant la mandature. Le gouverneur Kazembe n'a pas fini son mandat. Il est en plein mandat. Nonobstant la petite querelle juridique, parce qu'aujourd'hui, c'est une querelle maintenant juridique. Nonobstant la petite querelle juridique, l'exécutif est intact. D'où nous disons que le bilan, dans ce qu'il est en train d'entreprendre, il a amorcé les grandes constructions, où il a voulu faire ce que le gouvernement national avait fait autrefois, d'éviter que son gouvernement soit locataire. Il y a un bâtiment
géant de 7 niveaux en construction dans l'enceinte de l'ancien gouvernorat. Il y a le grand site Lumumba, où sera érigé aussi à côté les autres héros. Il y a une gare routière modulaire. Il y a l'aéroport qui lui a coûté la vie. Il voulait construire un aéroport nouveau, moderne, de type de l'aéroport de Toulouse. Et c'est cet argent-là qu'il attendait les instructions de SAEH pour faire des affectations. Donc l'argent était gardé quelque part. Pas quelque part, l'argent est dans le compte, du gouvernement provincial. Oui, oui, donc il n'y a que lui qui gardait. Tout à fait, vous avez raison. Nous tendons à la fin de notre entretien. Monsieur Thierry Mukelekele, quel est votre message à ceux qui nous suivent en ce moment? Je ne voudrais pas dire le mot de la fin parce que demain, après-demain, le lendemain, le surlendemain, nous serons toujours ensemble. Vous serez appelés à commenter notre fait d'actualité. Quel est le message que vous avez en ce moment à ceux qui nous suivent? Bien, c'est que nous disons aux populations du Congo en général et dans le Haut-Katanga en particulier, sur le plan du droit, l'exécutif provincial de Jean-Claude Kazembe est intact. Nous attendons ou nous attendrons le déroulement au niveau de la Cour constitutionnelle. Et hier, nous avons lu sur Internet encore une note venant du ministère de l'Intérieur désignant le ministre du gouverneur Jean-Claude Kazembe en la personne de son Excellence Pandé, qui est en charge de l'économie, le désignant gouverneur intérimaire. Bon, là aussi, il y a un problème du droit, hein, parce que la désignation, la révocation, la suspension, ce sont des domaines constitutionnels réservés au chef de l'État. Nous ne voulons pas épiloguer sur cette lettre-là, mais ce que nous avons appris au départ du gouverneur, il avait laissé M. Pandé Kapopo comme intérimaire. Or, si jamais le gouverneur est réputé démissionnaire, c'est le vice-gouverneur qui devait être intérimaire. Mais le vice-gouverneur ayant démissionné en amont, en aval, c'est Pandé qui est là. Mais la lettre du ministère de l'Intérieur devait respecter un peu le caractère juridique. Donc, nous remercions la RTNC, nous vous remercions, et nous pensons que sur le plan de droit, très souvent ici chez vous, vous avez des juristes qui viennent. Nous pouvons faire un débat pour étayer et relever ce que la population doit retenir au lieu d'avoir la rumeur pour information. Merci, M. Thierry Mukelekele, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève notre émission Magazine d'actualité pour tous. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui sur ce plateau Monsieur Thierry Mukelekele, qui est juriste de formation. Monsieur Thierry Mukelekele est communicateur social, mais il est aussi l'un des analystes politiques bien connu sur l'échiquier national. Avec lui, nous nous sommes entretenus sur l'actualité, notamment l'évolution du processus démocratique en République démocratique du Congo. Encore une fois, merci et à la prochaine. Merci bien.